Donc, on va essayer de traiter ce sujet. Alors, le thème central, c'est quand même les blockchains. Hein. Les blockchains dans les paiements, apports et limites, à la fois pour la partie euro numérique et pour tout le reste, c'est-à-dire notamment les monnaies digitales commerciales. Avec, d'un côté, apport et critique par rapport aux blockchains, deux, les textes réglementaires à la fois sur l'euro numérique, comme on l'a vu, qui ont été publiés hier, mais aussi apport et limites de MiCA. Et dernier sujet, c'est l'Europe saura-t-elle saisir sa chance? Voilà. Et puis j'essaierai de faire une petite conclusion si on en a le temps. Comme vous le savez, France Payment Forum a fait l'année dernière un position paper sur l'ensemble de ces sujets, et notamment qui aborde le sujet de l'euro numérique, dans lequel nous avons proposé un scénario, et nous y reviendrons. Alors, aujourd'hui, on va commencer par le premier sujet sur les apports et limites, et je vais commencer par Stéphanie. Merci Stéphanie, qui est directrice générale de Binance France. Concrètement, les blockchains, c'est performant. Hop, vous montez. Non, là, comme ça. Voilà. Merci Hervé. Alors, c'est une bonne question. Est-ce que les blockchains sont performantes? Alors, qu'est-ce que ça permet de faire la blockchain? C'est pas tout à fait révolutionnaire. La blockchain, c'est un registre. C'est comme un livre où on écrit des choses dessus. Comme font les banques quand elles écrivent leurs transactions sur des registres. Qu'est-ce que ça permet de faire la blockchain? Ça permet de faire la même chose qu'avant, d'écrire des transactions, de tenir des informations, des registres. Ça permet juste de le faire beaucoup plus rapidement et beaucoup moins cher. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle, moi, je pense que cette technologie aura un impact absolument majeur sur plusieurs pans de notre société, mais plus particulièrement sur le secteur financier. La première application de la blockchain, comme vous le savez, c'est les crypto-monnaies. Donc, c'est la possibilité de détenir de la valeur sous une forme numérique et sous une forme décentralisée. La deuxième application, je pense, sera dans les paiements, parce que ça permettra de transférer de la valeur d'une personne à une autre de manière beaucoup plus rapide que ça n'est le cas actuellement. Et le principal champ d'application, ce sera dans les paiements transfrontaliers. Comme vous savez maintenant, pour faire des paiements transfrontaliers, ça met quand même beaucoup de temps. Il faut que ça passe dans des systèmes interbancaires, dans des tuyaux qui prennent beaucoup de temps. Le week-end, quand les banques sont fermées, ça marche pas super bien. Sur la blockchain, ces transactions prennent une dizaine de minutes. Voilà. La troisième application, je pense, de cette technologie, qui viendra chronologiquement, je pense après, c'est l'impact sur les marchés financiers, puisque ça permet de régler et de livrer des titres, pour le coup, des titres financiers, des instruments financiers, de manière également beaucoup plus rapide. Donc l'impact, ça sera vraiment sur les marchés financiers et tous les intermédiaires qui vont avec, les plateformes de négociation, les dépositaires centraux, les chambres de compensation, etc. Et là, on en parlera après, hein, mais le problème dans le règlement livraison, c'est que la partie livraison, donc la possibilité de tokeniser des actifs, de mettre des actifs sur la blockchain est déjà là, en fait. Et le problème, c'est comment est-ce qu'on va les régler, comment est-ce qu'on peut les payer avec un actif qui soit également sur la blockchain. Donc, pour vous donner un exemple d'application de la blockchain dans les paiements, donc Binance a développé récemment un produit qui s'appelle Binance Pay. Et c'est exactement ça, c'est la possibilité de payer avec ces crypto-monnaies. Donc ça, ce produit a été lancé en Europe récemment et en France avec Ingenico et avec la start-up Lizzy. C'est assez récent en Europe, mais il faut savoir que dans d'autres parties du monde, notamment en Asie, c'est extrêmement fréquent. Donc les gens en Asie ont beaucoup plus de crypto-monnaies qu'ici. Au Vietnam, 70% de la population a des crypto-monnaies. Et également une partie significative à la fois des utilisateurs et des commerçants utilisent des paiements directement en crypto. Ici en Europe, c'est moins le cas. Néanmoins, on fait face à une très forte demande, à la fois des utilisateurs qui ont ces actifs et qui veulent pouvoir les utiliser, et des commerçants
qui veulent élargir la palette de moyens de paiement qu'ils offrent à leurs utilisateurs. Donc voilà, c'était un petit très bien. Donc amuse-bouche. Voilà. C'est un peu pour répondre à un discours qu'a eu Monsieur Panetta en disant qu'on faisait que 9 transactions secondes, voilà, avec des blockchains. Ça a été rappelé encore dernièrement. Michel, bon, il y a d'autres critiques qui sont faites au blockchain. Il y a des critiques sur la fraude, il y a des critiques sur la consommation d'énergie. Alors, on a parlé des aspects de temps de réponse. Voilà, il y a toute une série de critiques, bien sûr, sur la stabilité, sur voilà. Donc, quelles sont tes réponses? Toi, bien sûr, quelles sont tes réponses par rapport à l'ensemble de ces critiques? Merci Hervé. La question, c'est une conférence, il y a tellement de points auxquels il faut répondre. Je vais être très bref avec 4 points. Tu as 3 minutes. Très bref en 3 points. Ce matin, en arrivant, il y a une de nos collègues ici qui travaille dans les paiements, dans une institution très prestigieuse de France de paiement, qui m'a dit que son fils de 14 ans, lorsqu'il était en stage chez elle, je ne vais pas nommer cette institution financière, on lui posait la question, quels sont les moyens de paiement pour vous que vous connaissez? Est-ce que vous connaissez la carte? Il a dit oui. Et donc, quel autre moyen de paiement vous connaissez? Il a dit Bitcoin. Il a 14 ans. Donc, si vous n'avez pas encore tous compris que dans la tête des gens, Bitcoin est un moyen de paiement, ou les crypto-monnaies, ou les crypto-actifs, ou les technologies blockchain vont révolutionner l'industrie de paiement, c'est qu'on est vraiment en retard. C'est un signe de retard. Donc moi, les 4 points que je vais citer, c'est d'abord le point des transactions illicites, l'image des transactions illicites. Deuxième point, c'est l'efficience énergétique. Le troisième point, c'est l'adoption. On en est où dans l'adoption? Et le dernier point, c'est un peu la maturité. Alors, sur le premier point, je vais vous donner des chiffres. Ce matin, ça a été cité ici dans la vidéo d'introduction. En France, en Europe, 240 000 milliards d'euros par an, c'est les volumes de transactions. Sur les crypto-monnaies, on n'en est pas loin. C'est encore derrière, effectivement. Mais on est à 20 000 milliards d'euros par an en transactions. Effectivement, ça ne fait pas la même chose. Bitcoin et crypto, ce n'est pas l'Europe. Mais en termes de volumétrie, c'est un même ordre de grandeur. Deuxième indicateur, on parle de transactions illicites. On parle qu'il y a l'image, que c'est sale, qu'il y a des transactions de blanchiment d'argent. Il y a des études, il y a des statistiques. En plus, tout est traçable sur blockchain. Tout est traçable sur blockchain. Il y a 0,12% de transactions illicites, y compris fraude. 0,12% tout inclus au monde. Il y a 5% sur l'euro, le dollar, le reste. On peut rentrer dans tous les détails des raisons de ces 0,12. Une grosse partie, c'est les sanctions, par exemple. Dès qu'on a interdit à la Russie, par exemple, il y a eu un temps d'adaptation de l'écosystème. C'est considéré comme des transactions illicites, toute transaction. Donc, et malgré tout, c'est 0,12%. Enfin, sur la partie, on va dire, volumétrie, chiffre, temps, une transaction dans l'écosystème bancaire, elle prend à peu près 48 heures en moyenne, tout type, wholesale. En moyenne au monde, entre quelques secondes à quelques jours. En moyenne, une transaction Bitcoin Lightning. Instant Payment, c'est 15 secondes. Combien de transactions Instant Payment en pourcentage des transactions au monde? Je parle de tous les paiements au monde. Donc tous les paiements au monde, c'est à peu près 10 000 transactions secondes. C'est énorme ce qu'on fait en paiement. L'industrie de paiement, elle est très optimisée. Elle fait 10 000 transactions secondes au monde. Mais la moyenne pour terminer la finalité d'une transaction, elle est en moyenne 48 heures. Faites les calculs, faites les études, il y a des études là-dessus. Il y a des transactions rapides dans 16 secondes, d'autres qui prennent des jours. Donc, Bitcoin Lightning, c'est moins d'une seconde. Je vous donne un exemple. J'étais au Salvador. Alors, on va revenir terre à terre. Tous les autres speakers ont parlé de terre à terre. J'étais au Salvador, j'ai vécu là-bas pendant une semaine pour donner bien sûr des conférences, voir comment ça fonctionne. J'avais que mon smartphone avec moi. À la plage, des vendeurs ambulants de popcorn ou de chips ou ce que vous voulez, ils n'avaient pas de terminal de paiement, ils prenaient que du cash ou que du Bitcoin. Et donc c'est un paiement Bitcoin Lightning en moins d'une seconde. Le taxi, Starbucks, grand centre commercial. Donc ça existe. C'est pas de l'utopie aujourd'hui. Alors c'est très petit, mais ça existe. Ensuite, sur l'efficience énergétique, je vais très vite. La question énergétique, elle est double. Il y a une partie efficience, il y a une partie utilité. La partie efficience, c'est dire l'écosystème bancaire, il consomme combien? L'écosystème bancaire consomme environ 1000 TWh par an. Bitcoin consomme 80 TWh par an. Ils ne font pas la même chose. Si on vient à une seule transaction, qui est le plus efficient énergétiquement? Pour le moment, c'est les banques. Si on prend une unité, une transaction bancaire, une transaction Bitcoin en face, elle est dans le même ordre de grandeur d'efficience. Elle est entre 0,4%, donc un peu moins efficiente, ou 1,3% plus efficiente selon la quantité de transactions dans les blocs de la blockchain. Et on parle que de Bitcoin classique, pas Bitcoin Lightning. Si vous prenez en compte Bitcoin Lightning, c'est 100 000 fois plus efficient Bitcoin Lightning qu'une transaction bancaire.
Je ne dis pas que c'est bien. Je dis que simplement, mathématiquement, énergétiquement, c'est ce que ça fait. C'est pas adopté. Les banques, c'est adopté. Mais regardez quand même la problématique, elle n'est pas vraiment là. Et ensuite, le minage de Bitcoin, effectivement, 80 TWh, c'est énorme. En revanche, c'est plus de 65% d'énergie renouvelable parce qu'on demande aux mineurs, on les invite à venir. Là, on construit des barrages, là, on construit des éoliennes. On a une surproduction qu'on ne sait pas vendre, qu'on produit et qu'on ne sait pas distribuer parce qu'on n'a pas bâti le réseau de distribution. Donc, on les paye presque pour venir miner. Donc, l'industrie de l'énergie, c'est elle le fuel de l'adoption des cryptos au monde. Ensuite, sur la partie adoption, justement. Aujourd'hui, au monde, en paiement, il y a 2,4 millions de commerçants qui acceptent des paiements en Bitcoin. Des tier 1, 2,4 millions, et des tier 1. Certains tier 1, 250 millions. Alors, c'est très très loin de ceux qui acceptent Visa. Visa, c'est 100 millions, un peu plus, de commerçants qui acceptent Visa. Mais c'est quand même 2,4 millions. En France, on sait qu'on est entre 16 à plus de 17% de personnes qui détiennent des cryptos et ils veulent tous payer avec. Donc ils cherchent tous le moyen. Il y a une demande. Alors là, en revanche, comparé à d'autres problématiques qu'on parlait de l'euro numérique, il y a une demande. Enfin, je ne vais pas trop parler de cas d'usage, mais typiquement, il y a Deutsche Bank, BlackRock qui commencent à étudier le sujet de conservation ou de spéculation à la rigueur sur crypto, mais il y a une adoption bancaire qui commence à venir. Et enfin, sur la comparaison avec l'IA, je vais dire juste 2 mots. ChatGPT, la révolution de l'IA, on voit qu'elle commence à être mature. Eh bien, il y a des études, dont celle de Life After Google, The Fall of Big Data and the Rise of the Blockchain Economy, qui vous démontre comment la maturité de l'IA, elle est encore très très faible. Un cerveau d'un enfant avec 14 watts, il fait le même apprentissage pour une data center qui boit une rivière pour se refroidir, une station nucléaire pour entraîner le modèle de l'IA, alors que le cerveau d'enfant, il fait 14 watts, le même entraînement. Donc ça vous démontre combien il y a encore d'une maturité à aller chercher sur l'IA. Et la technologie blockchain elle vient changer la structure même de la société. Je vais m'arrêter là pour ce tour. Merci. Alors je vais me tourner vers Nicolas. Nicolas, la question qu'on va poser, c'est... donc les banques centrales envisagent, on l'a vu, d'émettre une monnaie numérique. Est-ce que tu peux nous faire un point sur l'adoption, l'émission de ces monnaies numériques avec blockchain ou sans blockchain dans les projets européens et internationaux aussi, bien sûr? Oui, alors je vais avoir un rôle un peu moins fun et un peu plus ingrat. Donc, d'après les chiffres de la BRI qui seront réactualisés mi-juillet, il y a actuellement 122 projets de MNBC, dont 87 sur la MNBC de détail et 35 sur la MNBC de gros. Alors, ensuite, sur la question de la blockchain, puisque c'est ça le sujet, pour résumer un peu brutalement, je dirais que la blockchain, du point de vue des banques centrales, la blockchain, c'est non pour la MNBC de détail et oui pour la MNBC de gros. Alors pourquoi non pour la MNBC de détail? Pour pas être trop long, je prendrai juste 2 exemples. Le premier exemple, c'est sur l'euro numérique. Alors, j'ai dit je vais être un peu brutal parce que dans la communication, c'est un peu plus subtil. Sur le site de la BCE, il y a une FAQ sur l'euro numérique. Parmi les questions, il y a « Un euro numérique reposera-t-il sur une technologie blockchain ?» La réponse, c'est « L'eurosystème teste plusieurs technologies, y compris la DLT, mais aucune décision n'a été prise à ce stade. » Donc ça, c'est la position officielle. Comme vous le savez, Fabio Panetta, dans le cadre du processus démocratique, est régulièrement, tous les trimestres, auditionné par le Parlement européen, et il a été questionné sur ce sujet, précisément lors de son audition au mois de janvier, et il a été plus direct. Il a dit, oui, aucune décision n'est prise, mais, pour être très franc, il a dit que avec 400 millions d'utilisateurs potentiels et à peu près 1 milliard de transactions par jour, de l'avis de la plupart des experts, la technologie blockchain n'aurait pas la capacité suffisante. Donc, je voudrais juste dire, si tu me permets juste de dire, oui. 1 milliard de transactions au jour, ça fait 365 milliards de transactions année. Aujourd'hui, il y a 140 milliards de transactions scripturales
en Europe. Donc 365 milliards, ça fait le double du nombre de transactions scripturales qui existent en Europe. Donc 365 milliards de transactions, ça fait quand même beaucoup. Voilà. Oui. Donc problème problème présumé de capacité ou de scalabilité. Deuxième exemple, côté chinois. C'est aussi tout récent, lors d'une conférence à Londres en mai dernier, Shang Chung-mu, qui est le grand patron du projet de Digital Yuan de la Banque populaire de Chine, il était interrogé aussi sur le sujet. Il a expliqué que les consommateurs chinois sont habitués à un système de paiement extrêmement performant et qui sont pas patients, et que la technologie blockchain ne permettrait pas au Digital Yuan de répondre aux besoins des utilisateurs chinois qui sont habitués à avoir des temps de réponse extrêmement brefs et donc qui s'expriment en millisecondes ou nanosecondes, et que s'il fallait qu'ils attendent ne serait-ce que quelques secondes ou une seconde pour un paiement, ça serait pas acceptable. Ceci dans un contexte qu'il qualifiait lui-même de concurrentiel, c'est-à-dire par rapport aux grands prestataires de services de paiement chinois, par rapport auxquels la PBOC essaye de se positionner. Mais ensuite, il enchaînait pour dire, en fait, sur la MNBC d'Euro, puisqu'ils sont aussi partie prenante d'un grand projet qui s'appelle M-Bridge, et qui est un projet de multi-CBDC avec un certain nombre d'autres banques centrales et la BRI. Il disait que c'est une toute autre histoire, et là, on utilise la blockchain pour diverses raisons, et on n'a pas de problème de capacité parce que les clients sont beaucoup plus tolérants en termes de délai qu'ils ne le sont pour les paiements domestiques. Alors ça me fait une transition toute trouvée pour vous maintenant passer à la MNBC de gros, parce que je pourrais multiplier les exemples, mais on n'a pas le temps. Et donc, pour mémoire, la Banque de France a été assez en avance sur le sujet. Dès 2020, elle a lancé un ambitieux programme d'expérimentation sur la MNBC de gros, sur deux axes. D'une part, sur la finance tokenisée, et d'autre part, sur l'interopérabilité transfrontière. Sur la finance tokenisée, comme l'expliquait Stéphanie, c'est pour permettre le règlement on-chain en monnaie de banque centrale des transactions de livraison contre paiement. La deuxième vague des expérimentations de Banque de France est poursuivie en 2022 et 2023, avec notamment le projet Mariana, qui s'intitule Cross Border Exchange of Wholesale CBDCs Using Automated Market Makers, qui a été conduit en partenariat avec la BRI, la Banque nationale suisse et l'autorité monétaire Singapour, et sur lequel un rapport a été publié pas plus tard qu'hier soir, 28 juin. Et puis, puisque notre amie Rita Camporel est ici, je cite au passage une annonce aussi toute récente du projet Leonidas, qui a été lancé par la Banque d'Italie avec l'Association bancaire italienne et les banques italiennes. Donc je signale, je n'en sais pas beaucoup plus sur le projet, mais c'est un projet de gros. Ça a été annoncé il y a 2 jours, hein, 2-3 jours, ça a été annoncé, c'est ça. Hein. Il y a tout récemment. Et alors, le point important, c'est que du côté de la BCE, qui a été longtemps, je dirais, un peu en arrière de la main sur ces questions de MNBC de gros, qui considérait que ce n'était pas un sujet, assez récemment, la BCE a changé d'orientation, et elle a donc annoncé que l'Eurosystème allait examiner comment les transactions financières de gros enregistrées sur les plateformes DLT pourraient être réglées en monnaie de banque centrale. Elle a mis en place un groupe de contact auquel France Payment Forum a le bonheur de participer, un groupe de contact qui a tenu sa première réunion tout récemment, le 21 juin. Très très brièvement, les travaux de ce groupe portent sur 3 solutions qui sont respectivement présentées par la Bundesbank, la Banque d'Italie et la Banque de France. Une solution présentée par la Bundesbank qui s'appelle Trigger Solution, une autre présentée par la Banque d'Italie qui s'appelle Gateway Solution, et la solution présentée par la Banque de France qui s'appelle Full DLT Interoperability. Et là, je me fais appel à mes souvenirs d'anciens combattants, mais en me remémorant le débat héroïque ou homérique des années 2006 et 2008, entre 2006 et 2008, sur ce qui est ensuite devenu Target 2 Securities, j'ai l'impression
je me trompe peut-être, hein, mais que les solutions proposées par la Bundesbank et la Banque d'Italie s'apparentent plutôt à ce que, à l'époque, on appelait le modèle interfacé de règlement en livraison de titres, alors que la solution proposée par la Banque de France s'apparente au modèle dit intégré, qui, à mes yeux, est bien préférable et surtout qui a été retenu dans le cadre de Target 2 Securities. Mais je suis peut-être un peu biaisé ou simplificateur et je ne peux pas anticiper sur les travaux du groupe de travail. Merci. Merci. Voilà. Hein, donc, clairement, de ce côté-là, on a aussi un point sur les positions des banques centrales. Alors, Denis, bon, tu n'es pas banquier. On a demandé à 4 représentants bancaires, y compris des banques populaires, d'être présents avec nous aujourd'hui. La Fédération bancaire française nous a beaucoup aidé à rechercher un participant et hélas, nous n'avons pas pu en avoir un pour représenter les banques. Donc Denis, tu vas te dévouer et tu vas nous dire, quand tu rencontres des clients, enfin voilà, ton sentiment, tu n'engages personne, tu n'engages que toi, bien entendu, mais ton sentiment vis-à-vis des banques que tu rencontres et qui se lancent dans des projets autour de blockchain, quels sont leurs objectifs et pour quel type d'usage? Alors bonjour à tous. Je ne rencontre pas que des banques, effectivement. Je vais essayer de séparer, on va dire, la blockchain crypto, qui est généralement en fait l'assimilation qu'on fait entre, quand on parle blockchain, on va parler forcément crypto-monnaie. Et depuis peu, depuis l'apparition des smart contracts en 2017 avec Ethereum, finalement sur la blockchain, on peut détenir un actif. Donc il y a des banques qui y vont, il y a des banques qui y vont pour aller au-delà du paiement. On peut citer le trade finance qui a été fait avec CMA CGM, où en fait on arrivait à la fois à faire du paiement et du suivi de cargaison. La cargaison du coup était juste digitalisée, qui était représentée par un petit token. Il y a des banques finalement qui se sont dit on pourrait utiliser ces mêmes tokens sans valeur commerciale derrière. On va juste pouvoir se partager de l'information avec. En 2017, ça a été un peu le kick-off de tous les proof of concept qui ont été faits. Alors on peut en citer plein. À Singapour, il y a eu une assemblée de 3 banques pour essayer de mettre un KYC partagé entre les banques. Et dès qu'il y avait une des 3 banques qui avait l'information se propageait aux autres banques et pouvait avoir un KYC en temps réel, peu importe de qui obtenait l'information. Récemment, depuis 2021, je pense que tout le monde est un peu au fait des NFT. Vous savez, ces petites images de singes qui coûtent très très cher et maintenant qui coûtent à peine quelques centimes d'euros. On s'est aussi rendu compte finalement qu'on pouvait caractériser du CRM, de la connaissance client, en distribuant gratuitement des tokens. Ces tokens n'ont aucune valeur. Par contre, je suis certain que mon client détient ce token. C'est moi qui lui ai donné, je suis l'éditeur du token en tant qu'institution financière. Du coup, j'ai plus besoin d'avoir à me poser la question d'un point de vue sécurité, est-ce que la personne connectée derrière l'écran est vraiment l'utilisateur final? Il a dans son wallet le token que je lui ai moi-même donné puisque j'ai fait son KYC initial. À chaque fois qu'il va vouloir se connecter, on va aller lire dans son wallet, détient-il toujours le token? S'il le détient, on le laisse passer. Et donc du coup, on n'a plus cette barrière de sécurité pour demander la double authentification avec le login, le mot de passe et une authentification par SMS ou par une application externe. On a juste besoin de savoir s'il détient toujours finalement le bon digital que je lui ai donné. L'énorme avantage, c'est que c'est infalsifiable. Il y a une seule traçabilité qu'on va voir sur une blockchain. Et donc du coup, dans le CRM, on est en train de pousser énormément d'usages. Typiquement, je pense que vous connaissez tous Ticketmaster. C'est un peu le site le plus détesté sur Internet puisqu'à chaque fois qu'on veut acheter des billets, il y a une queue énorme, le site crash. Et récemment, Ticketmaster, ils ont mis en vente 1000 NFT. Les 1000 détenteurs du NFT ont du coup accès à J-2 aux préventes des tickets. Ticketmaster n'a aucune idée de savoir comment la personne s'appelle. Ils sont juste posé la question de est-ce qu'elle détient le bon d'entrée digitale ou pas pour laisser passer sur le site. Donc les banques, du coup, finalement, certaines se sont posé la question. On va pouvoir citer SG Forge, je ne sais pas s'ils sont là aujourd'hui, mais ça a été les premiers à tokeniser finalement un actif financier. On parlait en France. On parlait juste avant de la problématique de tokenisation. Donc du coup, SG Forge, ils ont réussi à tokeniser une action et une obligation, et ils n'avaient pas de monnaie pour pouvoir finalement transférer l'actif. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé leur propre monnaie digitale, et ils ont créé une monnaie qui avec un stablecoin, qui avec un équivalent 1 euro est égal à 1 eurocoin créé par Société Générale. L'acheteur du titre dépose l'équivalent fiat dans les comptes de Société Générale, et Société Générale, lui, remet les tokens. Avec ces tokens, il va pouvoir acheter l'actif, le détenir sur son wallet, et il est en pleine propriété du titre financier. Société Générale, du coup, a édité des stablecoins parce qu'ils sont accrédités PSAN.
On a du coup énormément de banques qui sont en train de regarder comment on pourrait créer notre propre monnaie de dépôt pour pouvoir interagir avec du smart contract. Parce que pour l'instant, on n'a pas de monnaie de référence pour le faire. Les premiers qui ont fait ça, c'est JP Morgan et la NZ, notamment en Australie, et d'ailleurs plusieurs banques australiennes qui ont lancé leur deposit token, qui ont développé leur deposit token qui leur sert donc à intervenir sur les marchés. Voilà, alors JP Morgan, on allait en parler dans la deuxième partie, mais on peut les citer tout de suite. JP Morgan, dans les équivalents Eurocoin, on a aussi Circle, qui est un énorme fonds d'investissement. Ils ont créé un Eurocoin pour pouvoir finalement faire du paiement cross-border basé sur de l'euro. Ils n'ont pas attendu la banque centrale ou une des banques. Ils ont juste dit, si vous voulez de l'Eurocoin, donnez-moi vos euros, on va les mettre en dépôt, on va vous éditer un équivalent token. JP Morgan, ils viennent d'autoriser les premières transactions en euros. Ça fonctionne un peu comme du cash pool. Et ça fonctionne que pour le moment pour les institutionnels. Mais Siemens, ça a été leur premier client. Ça date d'il y a une semaine. L'équivalent de JP Morgan Coin, c'est 300 milliards de dollars de transactions depuis qu'ils ont lancé le coin. C'est les plus critiques sur la crypto-monnaie externe, que ce soit Bitcoin ou Ethereum, parce qu'elle n'est pas contrôlée. Par contre, ça a été les premiers quasiment à adopter les usages blockchain pour pouvoir créer du paiement cross-border. Et en Australie aussi, donc, il y a toute une série de banques qui se sont lancées et qui ont fait que ils ont créé un petit marché local, enfin un marché local, et qui permet de développer ce type d'usage. Voilà quels sont aujourd'hui à peu près rapidement les usages envisagés ou réalisés des blockchains dans le monde des paiements. Alors, on va regarder maintenant le volet réglementaire en séparant rapidement deux parties. D'abord, les pavés d'hier, donc sur l'euro numérique, et puis on va ensuite aborder la question des apports de Mika. Alors d'abord, je vais demander à Nicolas. Nicolas, tu m'as dit que tu t'es couché à 5 heures du matin, donc tu as bien lu la proposition de règlement de la Commission européenne. Alors, fais-nous un rapport substantifique moelle de ce pavé, les points clés que tu as retenus. Je commence par un rectificatif. Je me suis couché à 1h15. Mon dernier mail était à 1h15 et tu m'as répondu à 5h15. Oui, mais tu as profité des fuites antérieures, alors. Bon, allez. Bon, alors sérieusement, il en a été déjà pas mal de questions ce matin, donc je vais essayer de me faufiler pour dire des choses rapidement, mais sans faire trop double emploi. Commençons par un élément à moitié anecdotique. Quelques jours avant, le 15 juin, il y avait une réunion de l'Eurogroupe, les ministres des Finances, à l'issue de laquelle le président de l'Eurogroupe, Pascal Denoé, a expliqué que les ministres, tout en soutenant le travail en cours sur l'euro numérique, soulignaient l'importance de développer un narratif clair et convaincant de ce que serait la valeur ajoutée de l'euro numérique. Parce qu'il laisse entendre qu'ils considéraient que le narratif n'est pas encore. Donc c'est intéressant de voir, à l'aune de ces recommandations des ministres, le narratif tel qu'il a été présenté hier par la Commission, donc à la fois à l'oral en conférence de presse et aussi dans les documents. Mais comme j'ai promis d'être très bref, je me livrerai pas. On vous renverra si vous voulez les documents. On a tous les documents. Oui. Oui, il y a beaucoup de documents. Donc, pour faire encore beaucoup plus bref que Madame Georges Schroeder ce matin, je dirais que concernant l'euro numérique, en cinq idées très très brèves, la proposition de la Commission donc, donne à la BCE le droit exclusif d'autoriser l'émission de l'euro numérique si et quand elle le jugera opportun. Deuxième point, l'euro numérique aura cours légal, c'est-à-dire obligation de l'accepter à sa valeur nominale et avec pouvoir libératoire. Troisième point, la distribution de l'euro numérique se fera uniquement via des prestataires de services de paiement. Mainly. Uniquement. Principalement. Elle a dit, non, ça a été dit à l'oral, mais dans le petit. Dans la version, d'accord. Ouais, dans la version orale, il y a marqué mainly, oui, d'accord. Afin de préserver, quatrième point, afin de préserver la stabilité financière tout en assurant l'acceptabilité de l'euro numérique, il y a un équilibre à trouver, la BCE devra mettre en place des instruments visant à limiter l'usage de l'euro numérique comme réserve de valeur, donc pour qu'elle soit principalement utilisée comme instrument de paiement. Et dernier point, de grandes précautions seront prises pour assurer la confidentialité des données privacy, en particulier pour les paiements offline. Donc ça, c'était mon résumé le plus bref possible de la... Alors, je vais rajouter 2 petits points. La Commission a beaucoup insisté pour dire que c'était un cadre juridique pour une émission
éventuelle. Attends, alors, j'allais le dire là. Voilà, d'accord, dis-le maintenant, voilà. Oui. Donc, dans la conférence de presse en particulier, ça a été très souligné, le processus démocratique se poursuit. Hein, donc, et notamment, je vous signale que dans la communication, la Commission a publié un petit recto verso en couleur en 2 pages, qui résume tout ce que vous devez savoir sur l'euro numérique en 2 pages, un recto verso. Et dans cette fiche, la fin, il dit « This is the start of a long democratic process. Today's proposal will help to frame the debate. It is now for the European Parliament and the Council to debate the proposal. Ultimately, it will be for the European Central Bank to decide. This may take a few years. » Dernier point que je voulais vous signaler, c'est que dans un communiqué également publié hier, la BCE a salué la proposition de la Commission, confirmé que c'est bien en octobre 2023, à l'issue de la phase d'investigation, que le Conseil des gouverneurs décidera de passer ou non à la phase suivante, tout en rappelant qu'une possible décision d'émettre un euro numérique ne serait prise qu'après adoption finale de l'acte législatif, et on a vu ce matin que ça peut être dans un certain temps. Et également, le 28 juin, donc hier, la BCE a publié un blog co-signé par Fabio Panetta et Valdis Dombrovskis, qui est le vice-président de la Commission, intitulé « Why Europe Needs a Digital Euro », et dont on peut considérer, je vous laisserai le lire, mais dont on peut considérer que c'est une nouvelle tentative de narratif que les ministres des Finances appelaient de leur vœu. Voilà. Alors, juste un petit mot, je crois qu'il y a un petit passage soit dans la proposition, soit dans la conférence de presse qui a eu lieu hier, où la Commission européenne a attiré l'attention de la Banque centrale européenne sur l'intérêt de regarder les solutions à base de DLT. Moi, je voulais pas être trop long, mais c'est dans ces 2 lignes dans la fin du considérant 65 de la proposition. Hein. Donc voilà. Il y a une indication. Donc la Commission dit regarde aussi la DLT. Hein. Regardez ça. Enfin, nous, c'est notre sentiment, mais c'est vous qui décidez. C'est le considérant 65. Voilà. Donc voilà. Alors, Michel, ton sentiment sur ce projet de règlement? Merci Hervé. Donc sur ce point-là en particulier, j'attire d'abord votre attention sur le fait qu'à France Payment Forum, dans le groupe de travail crypto-paiement, nous avons déjà publié un position paper dans lequel on soutient très fortement l'euro numérique, à la fois pour les cas d'usage wholesale et le retail, les deux, dans lequel on a proposé aussi une imbrication importante entre les deux, même on n'est pas allé jusqu'à un business model, mais on a évoqué l'importance de trouver un business model à la fois pour les banques qui vont le distribuer et les PSP. Ceci dit, si je reviens sur le projet de règlement lui-même, moi, ce qui m'a attiré l'attention beaucoup, je l'ai lu aussi comme un peu nous tous ici, mais c'est l'article 16 qui m'apparaît un élément, je ne veux pas dire problématique, mais un élément que j'ai souhaité au moins partager avec vous. L'article 16, il parle du plafond. Donc l'euro numérique aurait un plafond, quel qu'il soit, par exemple 3 000 €, c'est pas écrit bien sûr dans le projet, mais l'hypothèse qui tourne, c'est 3 000 €. Et on veut aussi garantir à la fois la confidentialité et la privacy. C'est pas du tout la même chose, mais on veut garantir les deux. En revanche, dans ce projet de règlement, on va demander à chaque porteur de ces euros numériques de faire quoi? De dire que si vous avez plusieurs comptes d'euros numériques dans différentes banques, bah nous, on vous garantit la privacy. Mais c'est à vous d'aller déclarer à chaque banque combien vous détenez, par exemple, dans l'autre, pour qu'on puisse calculer le plafond. Donc il y a des problématiques encore sur lesquelles on n'a pas de réponse, typiquement sur la partie aussi paiement offline. Le paiement offline, ça rappelle beaucoup le cash plus, c'est ce que le gouverneur de Banque de France a bien expliqué, et c'est comme ça qu'il donne un cas d'usage, entre autres, à l'euro numérique. C'est excellent si on peut avoir le paiement offline, ça ressemblerait à du cash, mais ce n'est pas encore réglé comme problème. Est-ce que ce offline restera offline, ou il y aura one leg ou two legs sur après online pour continuer à faire le screening, pour continuer à faire une transaction classique, on va dire. D'autres sujets autour de l'euro numérique, on a parlé ce matin, avant midi, des problématiques de l'adoption de la DSP2. Je ne veux pas dire techniquement, je parle de cas d'usage. On a dit que le business model n'est pas encore là, j'ai entendu dire ça. On a parlé aussi du request to pay qui a duré assez longtemps, mais qu'on a absolument besoin. On en a absolument besoin dans l'industrie de paiement. Alors, moi, malheureusement, j'ai cette maladie de comparer avec Bitcoin. Encore une fois, dans les paiements que j'ai pu faire sur Bitcoin Lightning, le request to pay est là, par conception. Il n'y a pas de problème de plafond. Je rappelle que lorsqu'il y a eu l'incident de Target 2, depuis
c'est peut-être quelques années, j'ai pas la date en tête. Oui, 2 ans peut-être, environ 2 ans. Target 2 est tombé, voilà, ça n'est jamais arrivé avant. À ce moment-là, alors c'est pas lié, c'est pas à la même heure, mais à ce jour-là, à 2-3 jours près, sur Bitcoin, il y avait une plus grande transaction dans l'histoire de plus d'1 milliard d'euros en Bitcoin, et ça a coûté en commission moins de 2-3 $, quoi. Donc c'était juste anecdotique de dire qu'il n'y a pas de plafond. Il n'y a pas de plafond. Lorsque vous faites un virement de plusieurs milliards ou un virement de moins de quelques cents, ça coûte même pas quelques satoshi en commission. Et donc ça veut dire que c'est même pas quelques cents en commission. Voilà ces éléments-là sur l'euro numérique qu'il faut continuer à aller chercher pour mettre l'euro numérique sur des rails aussi blockchain. Je ne dis pas que blockchain, il peut être sans blockchain, mais il faut qu'il circule dans la DeFi. C'est là où il y a aussi un besoin pour lui. Voilà. Stéphanie, alors, ce cadre réglementaire, vous, en tant que Binance, vous êtes une structure internationale, l'euro numérique, est-ce que ça vous intéresse ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors effectivement, je vais m'exprimer sur l'euro numérique. Je n'ai pas travaillé toute la nuit comme mes collègues, donc je ne m'exprimerai pas sur le projet de règlement. Mais sur le principe d'un euro numérique, oui, c'est tout à fait positif. C'est tout à fait positif. Les utilisateurs le demandent. Actuellement, il y a un besoin d'avoir sur la blockchain un actif qui a une parité fixe avec des monnaies fiat. Donc c'est les stablecoins en fait qui font cette fonction-là. Il y a des stablecoins dollars principalement, et il y en a 1 ou 2 euros. Il y en a pas beaucoup. Ça, c'est absolument capital parce que actuellement, les utilisateurs vivent dans 2 mondes qui sont séparés. Et d'ailleurs, l'action des autorités publiques tend plutôt à les séparer. Il y a le monde des fiat, le monde des banques, et puis le monde de la crypto. Les utilisateurs ont bien ça en tête et ne confondent absolument pas les deux. Par contre, ils ont besoin d'avoir un reflet du monde des fiat dans le monde de la crypto. Donc, quand ils déposent des monnaies fiduciaires dans les plateformes d'échange, ils ont besoin d'avoir ce reflet sur la blockchain. Et après, ils arbitrent entre leurs différents actifs. Donc, ils achètent plusieurs crypto-monnaies qui sont volatiles. Et pour diversifier leur portefeuille, ils investissent une partie de leur portefeuille sur des stablecoins. Donc, actuellement, ça existe. Il y a un besoin. Et à l'avenir, il y aura de plus en plus ce besoin pour faire le lien entre le monde traditionnel et le monde des crypto-monnaies. Bien sûr, un stablecoin de cette nature émis par la Banque centrale a beaucoup plus de valeur, puisqu'il a une valeur légale. Donc, vous avez bien compris, l'enjeu, c'est que cet euro numérique puisse vivre sur la blockchain, puisse vivre dans le monde de la crypto. Si c'est pour créer un euro numérique qui vit encore sur des systèmes centralisés, dans des intermédiaires, qui n'a pas de réalité sur la blockchain, je ne pense pas que ça n'a d'utilité, honnêtement. Alors, je suis peut-être un peu à côté de la plaque, mais je ne pense pas que ce sera adopté, je ne pense pas qu'il y ait d'utilité, parce que ça existe déjà, ça. Tous les euros qu'on a dans nos comptes bancaires, sur les applis, etc., c'est déjà l'euro numérique, en fait. Eh bien. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'on puisse avoir un actif sur la blockchain. Et bien sûr, cet actif sera listé sur des plateformes internationales. Les 2 enjeux, le premier, c'est que, il soit adopté. Ça, c'est pas garanti. Il faut que les gens aient envie de l'acheter et envie de le détenir. Et je pense que c'est le gros enjeu pour les banques centrales. Très souvent, d'ailleurs, quand on voit les prises de parole, il y a ce souhait de faire quelque chose qui corresponde aux attentes des utilisateurs. Donc ça, c'est un pari. Et j'ai envie de dire, c'est quand même un gros pari parce que ça va engager énormément de développement technique, de coûts pour les banques centrales. Si au final, c'est pour que ce soit pas adopté, c'est un peu dommage. Donc il faut bien penser ça. Et le deuxième enjeu, à mon avis, qui est important, c'est que les utilisateurs maintenant vont vouloir avoir le choix. Ça, c'est une tendance un peu de fond dans l'économie. Ils veulent avoir le choix et donc ils vont vouloir avoir accès à plusieurs solutions. L'euro numérique, mais peut-être d'autres stablecoins et avoir accès à toute la palette des cryptoactifs. Donc il faut bien être attentif à ça pour être sûr qu'il y ait une adoption et que cette monnaie soit réellement utilisée et puisse avoir cette fonction de stabilité dans le secteur financier. Alors Denis, toujours ce travail ingrat de représenter des gens qui sont pas là et de faire leur nom, c'est pas facile. Donc ton sentiment personnel, on va dire comme ça, sur, je crois qu'on peut le dire clairement, le rejet de l'euro numérique de détail du côté des banques et ton sentiment sur leur position par rapport à l'euro
wholesale que pourrait lancer la Banque Centrale Européenne? Alors, comme je l'avais précisé, je ne parle pas au nom des banques parce que je ne travaille pas dans la banque. Elle est plutôt, en fait, on se retrouve un peu au milieu du gué. Pour un utilisateur final, il a déjà l'impression que son euro il est digitalisé. Et il va payer avec Paylib, avec son application bancaire. Pour lui, l'euro numérique, c'est déjà existant. De l'autre côté, effectivement, si on met des plafonds au-dessus à 3 000 euros, est-ce que l'euro numérique, du coup, sera viable pour toute la partie professionnelle et institutionnelle? Et la deuxième partie du gué, c'est de se dire, on est en train d'essayer de tokeniser la plupart des services financiers qui sont déjà existants. Et donc avoir un euro numérique qui ne soit pas basé sur un actif blockchain, la problématique, c'est qu'on ne peut toujours pas interagir avec nos smart contracts, avec nos tokens. De l'autre côté, dans le monde, comme on l'a précisé juste avant, on a plus de 130 projets de monnaie digitale de banque centrale, toutes basées sur un protocole blockchain. Très récemment, celle de Corée est en train de travailler avec Samsung pour pouvoir travailler sur un système de paiement qui soit disponible off-chain et offline, toujours basé sur de la blockchain. Et donc, si la personne n'a plus accès à Internet, dès que son device va se reconnecter, ce sera le single point of contact, on va pouvoir du coup envoyer la transaction. Et l'idée du coup est de dire qu'une fois qu'un utilisateur a signé la transaction, un peu comme l'Instant Payment, la transaction est irrévocable. Mais même si j'ai pas Internet, la transaction, j'ai plus la main dessus. Donc du coup, je suis déjà débité, mais je n'ai pas crédité mon créancier. Et dès que je vais pouvoir retoucher Internet, je vais pouvoir refaire tourner toutes les transactions. Donc avoir un euro numérique qui se base pas sur des protocoles blockchain, c'est aussi un peu, alors c'est un point de vue personnel, mais se tirer une balle dans le pied par rapport à toutes les banques centrales qui sont en train d'essayer d'aller sur une monnaie de banque centrale basée sur de la blockchain. Pourquoi? Parce que du coup, elles vont pouvoir capitaliser sur tous les types de tokens qu'on est en train de créer. Si on arrive à digitaliser des bons du trésor, si on arrive à digitaliser des actions, on va devoir recréer des crypto-monnaies spécifiques pour interagir avec des smart contracts que l'euro numérique ne pourra pas faire. Donc pour l'utilisateur, finalement, lui, que l'euro numérique soit basé ou non sur blockchain, la blockchain, c'est un moyen, c'est pas une finalité. On pourrait très bien faire de l'euro numérique sans blockchain. L'utilisateur, il n'en verra rien. Pour qu'on ait juste une adoption massive, il faut que la blockchain et l'euro numérique soient aussi simples qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent Apple Pay sur le téléphone. Il y a peut-être 1% des gens qui savent comment Apple Pay fonctionne entre le téléphone, la carte et la banque. La blockchain doit venir exactement la même chose. Lui, l'utilisateur final, que l'euro numérique qui soit basé auprès de la banque centrale, auprès de sa banque de détail, dans son téléphone ou sur sa carte, il s'en fiche un petit peu. Son objectif, c'est de pouvoir le dépenser. Merci. Alors, la dernière question, parce qu'on va regrouper la fin pour essayer de terminer rapidement, et vous avez 1 minute chacun. Avec MiCA, l'Europe semblait avoir pris une certaine avance. D'ailleurs, j'ai compris qu'aux États-Unis, un certain nombre de législateurs de la Chambre des représentants ou du Sénat avaient alerté le gouvernement américain sur l'avance de l'Europe avec MiCA, en disant que les États-Unis prenaient beaucoup de retard. Votre sentiment, l'Europe a pris cette avance avec MiCA, sera-t-elle conserver cette avance? Qui commence? Stéphanie. Écoutez, oui, l'avantage, c'est que ce cadre réglementaire, c'est quand même le premier cadre réglementaire, j'ai l'impression, vraiment développé au monde. On a la chance en France qu'il soit quand même copié sur le cadre réglementaire français. Je veux dire, là, on est à la pointe de la réglementation du monde entier. L'avantage compétitif qu'on a, c'est que du coup, le cadre est clair. Dans la plupart des parties du monde, en fait, la crypto n'est pas régulée. Amérique du Sud, Afrique, Asie, en fait, pour l'instant, c'est pas régulé. Donc, il faut quand même aussi, faut avoir ça en tête, quand on plaque nos attentes européennes sur ce secteur. En fait, il n'y a pas de réglementation. En Amérique, la réglementation est pas très claire. En Europe, on est la seule partie du monde où le cadre est clair. Donc ça, c'est un avantage compétitif majeur parce que pour ces entreprises de la crypto, ce qui est important, c'est la stabilité et la clarté. D'ailleurs, c'est très surprenant. C'est même pas les conditions fiscales, le droit du travail, etc. Ce qui emporte vraiment les décisions d'implantation, c'est est-ce qu'on sait quel est le cadre juridique, quelles règles on doit appliquer. Donc ça, on a cet avantage compétitif. L'inconvénient de ça, c'est qu'on est en avance sur tout le monde. Donc, il faut aussi appliquer ce cadre réglementaire de manière pragmatique pour que les entreprises européennes ne soient pas handicapées par rapport à toutes leurs voisines dans d'autres parties du monde. Vous voyez bien l'enjeu qu'on a. Moi, je pense que c'est réalisable. Je pense que c'est réalisable, et particulièrement en France, parce que les autorités publiques, les régulateurs ont maintenant quand même pas mal de maturité sur la technologie blockchain, sur le fonctionnement de ces nouveaux intermédiaires. Donc ça, c'est très bien.
Mais il faut toujours avoir ça en tête et il faut se dire que le combat n'est pas gagné. Pas gagné du tout. Là, on a gagné le combat des textes sur le papier, en fait. Maintenant, il faut gagner le combat des affaires, le combat du business. Il faut démontrer que l'Europe peut attirer et peut développer de l'activité sur son sol. Denis, sentiment? Alors, Mika a été effectivement à la pointe. Ça a aussi permis de définir le régime pilote, qui du coup, comment on peut tokeniser des actifs liquides ou illiquides. Ça a été aussi la première brique pour définir ce qu'est un cryptoactif. Donc du coup, on a bien la différence entre une crypto-monnaie, un token, un ART qui est un Asset Reference Token. Du coup, ça a permis de poser le cadre pour tout le monde, et tout le monde, du coup, sait exactement quelles sont les prérogatives à avoir pour pouvoir travailler sur l'industrie Web3 en Europe. Et je fais exprès de parler de Web3 et pas de crypto-monnaie, parce que ceux qui font de la tokenisation d'actifs financiers, du coup, ne font pas forcément de crypto-monnaie. La problématique, du coup, c'est que ça va donner finalement une très grande longueur d'avance pour les entreprises qui sont déjà enrôlées auprès de l'AMF, qui sont déjà accréditées PSAN. Mais pour la plupart des petits acteurs, en fait, finalement, les coûts pour pouvoir décrocher les licences qui sont mises dans Mika sont tellement importantes que ça va pousser toutes les jeunes pépites d'innovation à potentiellement se baser sur les mêmes protocoles autorisés en Europe, mais pas forcément en Europe. Là, parce que la loi Mika, finalement, elle impose pour les entreprises travaillant sur le Web3 à être basées sur un des pays de l'Union européenne. C'est très bien, mais la principale limite, c'est que le protocole, lui, il est international. Et donc, du coup, on n'a pas de réglementation internationale, mais on peut quand même opérer en Europe. Là, si vous tapez sur des applications comme Temple, qui sont des wallets qui sont internationaux, vous pouvez très bien interagir avec des protocoles DeFi basés en Corée du Sud. L'entreprise est toujours basée en Corée du Sud et vous pouvez le faire depuis la France. Il n'y a pas de réglementation qui le gère. Et donc, du coup, s'il y a une problématique, c'est plutôt une problématique entre l'utilisateur et la plateforme finale, mais la justice ne pourra jamais se prononcer. Voilà, la problématique, c'est qu'on était très, très en amont. C'est très bien parce que ça fixe un cadre pour toutes les entreprises à l'intérieur, mais on est sur un protocole qui est 100% international. Et vu qu'on n'a pas d'équivalent dans d'autres pays, du coup, on se retrouve un peu trop tout seul. Et Michel? Très rapidement, la réglementation MiCA, en soi, vous m'entendez? Oui. La réglementation MiCA, elle est indispensable. Mais elle est insuffisante. Elle est indispensable, elle est très lourde. Et dans MiCA, il y a plus de 1000 you shall, vous devez, you must, plus de 1000 exigences. Et ça ne couvre pas tout le périmètre de l'écosystème crypto. Donc elle est très lourde et elle est insuffisante, elle ne couvre pas tout le périmètre. Par exemple, les NFT sont hors scope, Bitcoin est hors scope, il y a plein de choses qui sont encore hors scope de MiCA. Alors c'est pas un manque de MiCA, ils ont fait un effort de réglementer un périmètre. C'est nécessaire parce que il faut industrialiser le marché. En revanche, il faut se rappeler une chose, que la réglementation ne crée pas un marché. Et malheureusement, en Europe, on n'a pas encore créé le marché. On n'a pas encore créé des grandes licornes. On a heureusement Ledger, on a quelques-unes d'autres, mais on n'a pas encore évolué le marché crypto. Les banques, si elles sont encore très très réticentes à l'adopter, d'ailleurs, je vois aucun banquier ici, malgré tous nos efforts de les inviter. Et ils travaillent sur les sujets. C'est des questions d'agenda. Les vraies raisons, c'est une question très très liée au risque. C'est la vraie question pour laquelle les banques n'ont pas adopté encore les technologies blockchain, c'est qu'ils ne savent pas encore gérer le risque. Alors la réglementation, elle vient là pour les aider à le gérer, pour leur dire voici un cadre, voici une licence et un agrément et un enregistrement. Vous pouvez y aller. Alors pourquoi c'est pas encore fait? Parce que c'est pas complet. Comme réglementation, ça ne couvre pas tous les risques. Donc et typiquement, l'autorité de supervision peut encore venir leur dire là, c'était pas régulé, vous avez fait des choix, vous allez payer des sanctions. Donc c'est ce genre de manque de règlement, alors qu'on a un règlement très lourd et pionnier qui nous fait peut-être perdre de grosses parts de marché en Europe. Nicolas, veux-tu ajouter un mot? Pas sûr, mais... Bon, alors je vais prendre... non, simplement pour dire que je suis largement d'accord avec ce qui était dit, en particulier par Stéphanie, à savoir que... mais d'où une question, c'est est-ce qu'il y a quand même, je pense au niveau international, des intentions des autorités, FSB ou autres, d'étendre, enfin d'assurer une certaine homogénéité de réglementation au niveau international aussi là-dessus, comme pour les global stablecoins, non? Oui, en tout cas, ce matin, Sébastien Raspillier a été très clair. Il a bien indiqué, si j'ai bien compris, que pour lui, le seul cas d'usage qu'il voit bien aujourd'hui, c'est celui de mise en relation d'un euro numérique avec les autres monnaies numériques des autres pays internationaux et d'assurer une interopérabilité.
entre les différentes monnaies. Et je crois que la BRI, effectivement, je crois, dans les projets de la BRI, c'est l'une des applications. Donc, ils ont fait des dizaines d'expérimentations sur cette interopérabilité. Voilà. Donc, c'est bien la partie wholesale aujourd'hui qui semble avoir le vent en poupe au plan international. Je vais quand même essayer de faire une petite conclusion pour expliquer un peu les positions de France Payment Forum sur cette question. Je voudrais d'abord rappeler 2 éléments d'histoire, puisque j'ai été à ce moment-là au cœur de l'actualité, enfin de cette petite actualité. Le 4 mars 1995, j'ai été appelé par la Commission européenne en me disant nous souhaitons, en fonction du traité de Maastricht, passer à quelque chose qui s'appelle l'EQ. Les banques sont contre, on doit faire ça pour 1997. Comment on peut faire pour obtenir ce délai? Bon, donc là j'ai rigolé et finalement on a travaillé tout le printemps pour faire ce qu'on appelle le Green Paper, qui a été publié, qui a été adopté par la Commission européenne, et en décembre 1995, le scénario que j'avais proposé est devenu ce qu'on appelle le scénario de Madrid et a été mis en œuvre donc en moins de 9 mois. Je crois que aujourd'hui, on n'est pas dans un timing de ce type pour l'euro numérique, ce qui montre que, comme dirait Boileau, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et qu'on n'est pas du tout dans ce scénario. Le deuxième exemple que je voudrais rappeler avant d'expliquer les positions de France Payment Forum, c'est ce qui s'est passé avec Moneo en 2000-2001. On avait un porte-monnaie, une société qui était la société financière du porte-monnaie électronique, gérée par les banques, et on s'est retrouvé avec 2 difficultés. La première difficulté, c'était une difficulté tarifaire. C'est qu'il y avait un rejet du niveau de tarification bancaire, qui était plutôt autour de 0,4, 0,5 à l'époque par transaction, et y compris par des entreprises qui sont peut-être représentées ici, comme la SNCF, etc. Et on avait un deuxième problème, c'est que on a voulu expérimenter ce porte-monnaie sur un certain nombre de choses, notamment des parcs-mètres, et on s'est heurté avec un certain nombre de personnes qui nous ont dit nous on ne veut pas avoir des parcs-mètres où il n'y a que cette monnaie-là, on veut pouvoir utiliser le cash, parce que le cash c'est le seul monnaie qui a un cours légal. Bon, et donc à l'époque on a envisagé, et j'ai contacté la Banque de France pour demander à la Banque de France d'émettre une monnaie électronique qui pourrait être utilisée par les banques et distribuée par les banques sur le porte-monnaie Moneo. Et la Banque de France a été intéressée par l'opération, sachant qu'il y avait quand même un aspect financier, c'était le fait qu'une partie du seigneuriage soit reversée aux banques, hein, n'est-ce pas? Donc pour régler le problème du modèle économique, et puis pour régler le problème du cours légal. Et c'est finalement la Commission européenne qui s'est opposée à ce que les banques centrales puissent émettre une monnaie électronique en indiquant que il n'y avait que le secteur privé qui pouvait émettre une monnaie électronique. Voilà, ça c'est l'histoire. Et vous savez qu'aujourd'hui, la monnaie électronique est tellement bien développée qu'on va être obligé de réintégrer l'ensemble des textes relatifs à la monnaie électronique dans le cadre de la DSP3. Alors, position de France Payment Forum par rapport à l'euro numérique. Quand on a dit qu'on a soutenu dès l'origine l'euro numérique, oui, parce que c'était une bombe atomique par rapport à des projets comme le projet Diem. Et aujourd'hui, face à des global stablecoins qui pourraient toujours menacer, notre position, c'est de dire on a besoin d'avoir en réserve la capacité d'une bombe atomique pour répondre, si nécessaire, le jour venu, à des global stablecoins qui pourraient menacer, ou des monnaies numériques étrangères qui pourraient menacer le marché domestique. Mais si on regarde les besoins du marché domestique européen, on a 2 constats. On a un premier constat, c'est qu'il y a un consensus pour une monnaie numérique wholesale, pour, au revoir Stéphanie, pour effectivement les actifs tokenisés, pour l'unification de la gestion de trésorerie pour les trésoriers bancaires et pour les liens avec les autres monnaies internationales et notamment pour les transactions internationales. Donc, il y a un consensus pour discuter des modalités, effectivement, d'un euro numérique de wholesale et grâce à la Banque de France, et je crois que nous avons été associés grâce à la Banque de France au NTW, donc le groupe de travail sur les gros montants de la Banque Centrale Européenne, justement pour essayer d'expliquer pourquoi. Pourquoi? Parce que comme pour l'euro, l'avantage de monnaie de gros, c'est 3 choses. Premièrement, ça crée une masse critique
ait une valeur à l'euro numérique dès son lancement. Et c'était l'argument que j'avais utilisé à la Commission européenne en disant qu'il fallait commencer par le gros. La deuxième raison, c'est que ça n'est utilisable que par des professionnels. Ça veut dire qu'on peut aller beaucoup plus vite et que on a affaire à un groupe d'acteurs restreint qui va apprendre à se servir de cette monnaie et qui va permettre d'avancer dans ce domaine. Et troisièmement, parce que effectivement, dans ce domaine-là, l'utilisation des blockchains pour assurer la sécurité et la qualité de l'offre est déjà montrée par les travaux de la Banque de France. Donc voilà pourquoi aujourd'hui nous on a soutenu cette question de l'euro numérique. Un, comme bombe atomique par rapport à des global stablecoins. Deux, pour les monnaies. Pour ce qui concerne le détail, je crois que ça a été dit, redit, et ce que je vais dire, ça va être quelque part des banalités. La première, on a demandé aux acteurs du marché européen de passer au numérique. Ils ont engagé des investissements extrêmement lourds pour aller au numérique, pour aller vers l'instant payment, et ces investissements sont encore trop chauds, ils sont loin d'être amortis, et au moment où on va lancer EPI, etc., on peut pas envoyer un exocet là-dessus parce qu'on va tout casser. Voilà. Je crois que c'est clair. Tout le monde est bien conscient que la première question qui va se poser pour l'euro numérique de détail, c'est la question déjà du timing. Parce que, bon, on peut pas interdire qu'à un moment donné, effectivement, les banques centrales souhaitent transformer ou transférer leur monnaie fiduciaire vers un actif digital. On ne peut pas nier que dès aujourd'hui, cet actif fiduciaire est en concurrence avec la monnaie scripturale, donc il n'y a pas d'innovation. Il n'y a pas d'innovation. La seule innovation, c'est que quand on passe au numérique, on fait exactement la même chose que ce qu'on fait déjà avec le scriptural. Et on crée une confusion dans l'esprit du public entre monnaie centrale et monnaie commerciale. Il y a un dernier point sur lequel je voulais revenir. Donc, c'est d'abord essentiellement une question de timing. On peut en parler pour 2030 ou au-delà. En tout cas, il faut laisser déjà au projet numérique aujourd'hui de se développer, le système de gestion numérique qui existe de se développer, à EPI de se développer et d'être vigilant, d'être prêt, comme dit le Parlement européen. Il reste la question des blockchains pour l'euro numérique de détail. On sait qu'il y a un certain nombre de critiques qui sont faites du type les blockchains ça marche pas pour le offline, toute une série de choses de ce type. Bon, s'il s'agit de recréer une monnaie électronique comme on en faisait en 2000 ou en 2001, franchement, ça n'a absolument aucun intérêt. La Commission européenne a été très claire. Elle a fixé 3 objectifs clés à l'émission d'une monnaie numérique de détail. La première, c'est qu'elle contribue à la stabilité financière et à la promotion de l'euro et à la souveraineté européenne, etc. La deuxième, c'est qu'elles permettent effectivement de développer une industrie européenne autour de ces questions de crypto-paiement. Et puis troisièmement, que cela continue à offrir à toute une série de clientèles une monnaie de référence qui soit quelque chose, une sorte de monnaie de secours quelque part au cas où il y aurait un certain nombre de menaces, et des menaces, il y en a. C'est la table ronde suivante et on va leur passer la parole. Donc, je vous remercie beaucoup.